pour tout le monde? Ouais. Repenser sa stratégie pour innover et rebondir. Dans un contexte économique difficile, prix de l'énergie, concurrence internationale, plusieurs dirigeants d'entreprises ont accepté de témoigner. Tous les secteurs d'activité, y compris celui du nautisme, sont amenés à changer de cap. Mais avant d'entreprendre un tel virage, il faut faire un état des lieux, un diagnostic parfois vital. Comment s'y prendre? Nos entrepreneurs vous livrent leur expertise. Il y a deux questions qui sont particulièrement importantes à se poser. La première question, c'est quand on lance des nouveaux produits et que les clients vous disent bah, « c'est super, mais on aurait peut-être rêvé d'autre chose », vous devez vous interroger. C'est-à-dire, ça veut dire que l'innovation que vous apportez n'est plus suffisante pour nourrir le développement de l'entreprise. C'est un point d'alerte, c'est un point important. Mais il y en a un deuxième qui est pour moi beaucoup plus important, c'est ce que nous disent nos clients. Lorsque votre force de vente va voir des clients pour présenter des produits et que les clients disent « oui, mais ça c'est bien, mais j'aimerais que tu me parles d'autre chose parce que voilà ce qui se fait là, est-ce que tu as quelque chose de disponible ou qui va arriver prochainement ?» c'est là que la lampe rouge s'allume. C'est-à-dire on lance quelque chose sur le marché et on découvre que finalement le consommateur était plutôt intéressé par quelque chose d'un petit peu différent. Donc on est dans des logiques d'essai-erreur, et qui dit essai-erreur dit capacité d'apprentissage, c'est-à-dire il faut être capable d'apprendre de ses erreurs. Alors ce n'est pas les individus qui apprennent, mais c'est beaucoup plus les organisations. Et c'est cette dynamique-là en boucle qui permet de finalement arriver à innover. Dans les entreprises aujourd'hui, on constate que dans le budget marketing, 90-95% du budget est sur la force de vente, dans ce qu'on appelle le marketing-vente opérationnel. Mais il n'y a même pas 5% du budget sur la compréhension des besoins des clients. On imagine que les clients sont comme nous. Et on ne passe pas assez de temps, je dirais, pour décrypter, s'intéresser à ce qu'on appelle les signaux faibles, confronter son avis avec des tiers, etc. La capacité d'autocritique finalement d'un dirigeant aujourd'hui, elle est extrêmement limitée. Dans le meilleur des cas, ses clients vont lui envoyer un effet miroir, mais très rarement il va solliciter ses salariés, alors que c'est là la source première d'information et de remise en question. Une fois le diagnostic posé, il faut choisir le bon angle d'attaque. Quelle stratégie? Comment la définir? Nos entrepreneurs nous donnent des éléments de réponse. Aujourd'hui, quand on parle d'innovation, on pense tout de suite produit-service. Alors qu'il y a plein d'autres innovations. Il y a l'innovation de process, où on va demander aux collaborateurs, dites-nous comment faire pour améliorer votre travail. Ensuite, il y a l'innovation des produits et des services, ok. Donc ça, on connaît. Maintenant, on est très fort en méthode de reverse engineering. Vous sortez un nouveau produit, on sait derrière comment vous l'avez fabriqué et on fait pareil. Après, il y a un peu plus dur à copier, c'est l'innovation stratégique. On va faire une stratégie différente de nos concurrents en se basant sur les nouveaux éléments du mix marketing, en réduisant le prix, en l'améliorant, en vendant peut-être le produit sur un nouveau secteur, etc. On décale le truc. Et le dernier, c'est l'innovation managériale. Bon, là, on touche à la créativité des gens en essayant de réduire la peur de se tromper. D'améliorer la confiance et la convivialité auprès de ses collaborateurs qui vont donner plus facilement leurs idées. Et l'innovation managériale a quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'elle est pour le coup très difficile à copier. Oui, la stratégie de l'entreprise aujourd'hui, c'est une démarche de diversification parce qu'on se rend bien compte que pour différentes raisons, on ne peut pas tout miser sur les bateaux de compétition. Et donc pour nous, c'est une sécurité, la diversification. On a été l'an dernier 6 mois sans fabriquer un bateau. Enfin, on fabriquait les pièces des trimarans en multi-one design, mais enfin, il n'y avait pas un vrai bateau en fabrication au chantier. Il y avait que des morceaux. Et à ce moment-là, heureusement qu'on fabriquait des antennes, des radiotélescopes, des radomes, des choses comme ça. Oui. C'est difficile de se diversifier. Il faut d'abord se poser la question, est-ce qu'on sait faire, est-ce qu'on sait bien faire? Et nous, on s'est rendu compte qu'on savait mener un projet, livrer la pièce à l'heure, faire des pièces de grande dimension, plutôt en carbone et plutôt précises. Donc ça nous a donné un secteur, mais on ne l'a pas trouvé tout de suite ce secteur. Quelques années avant, on avait fait une tentative de diversification en faisant des décors pour Disneyland. Ça ne nous motivait pas, ça ramenait un peu de trésorerie, mais c'était pas une voie
durable pour notre diversification. Bon, c'est une nécessité, il faut aussi rentrer des clients et ça tombait à pic. Tandis que là, avec la diversification vers les radars, les radomes, les simulateurs de vol, les pièces aéro, on est vraiment dans ce que l'on sait faire, c'est-à-dire de la pièce en sandwich, carbone, plutôt grande. Et puis, petit à petit, on s'est dit, bon, ben, dans ces pièces, ce qu'il y a de bien, c'est le côté série, donc essayons de voir quelle autre pièce on peut faire. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Baccarat, à faire des pièces pour le luxe en petite série, plus très grandes, toujours en carbone et toujours précises. Il y a des pistes dans ce développement, dans le déroulement d'une stratégie, que l'on écarte de manière définitive, c'est-à-dire des pistes où on se dit on n'ira pas. Par contre, il y a des pistes que l'on peut mettre de côté de manière temporaire et reprendre ultérieurement lorsque les ressources de l'entreprise ou les priorités que l'entreprise s'est données changent et qu'on peut à ce moment-là réinjecter certains produits ou certains nouveaux développements. On fait un choix, on hiérarchise les choix. Alors là, ça a été un choix de réorienter la société sur le service au client, parce que c'était un besoin client. On a commencé par ça, puis après la performance, on a mis en série les choses. Et actuellement, on est sur des phases de redéveloppement à l'international, sur des pays dans le Golfe, en Brésil, enfin sur des choses comme ça, on repart sur du développement à l'international. L'économie de la fonctionnalité, ce n'est pas rajouter des services à des produits, c'est au lieu de vendre un produit, on vend l'usage du produit. Et on raisonne en comprenant l'usage, le produit n'étant qu'un support. Ceci, il n'y a pas de généralité. Il faut analyser l'écosystème précis de l'entreprise. Donc il y avait ce besoin à un moment donné de notoriété donc pour contribuer à la performance. On était connus, mais on a fait ce qu'il fallait pour être reconnu. Par la course au large, ça a été je dirais un moyen de faire du transversal sur l'ensemble des projets, internes, externes, besoin de performance à l'extérieur. Donc c'est-à-dire de mettre en place un projet de communication où la marque Cepalmic apparaît sur un bateau, mais en mettant cette marque sur un domaine sportif, où on recherche de la performance, de l'implication, sur un domaine en monotypie, parce que c'est le Figaro, donc c'est un bateau en monotypie, donc c'est vraiment l'homme qui fait la différence, la valeur humaine qui fait la différence, et c'est conforme à l'esprit de l'entreprise, je dirais. À chaque fois, on cherche à faire le parallèle entre l'externe et l'interne pour que les gens s'approprient le projet. Le meilleur moyen de porter un projet, c'est que ce soit les gens de l'entreprise qui le portent, et ce à tous les postes de l'entreprise, puisqu'à un moment donné, chacun contribue à la réussite du projet. Donc ce lien et ce pont systématique entre l'interne et l'externe est primordial. Et l'humain dans tout ça. Comme chez Cepalmic, il est parfois primordial de fédérer ses équipes et de les impliquer à part entière dans le choix d'une orientation. L'innovation au management est déjà en place. On a évidemment de grands exemples d'entreprises qui sont parties sur des modèles radicalement différents parce qu'elles sont nées de technologies tout à fait nouvelles. Ce qui est un peu nouveau aujourd'hui, c'est que non seulement les collaborateurs ont une aspiration à fonctionner autrement, mais que les managers eux-mêmes aspirent à devenir plus managers. Le management, c'est le mot management dont le M devient un W, et au-delà de l'effet de style, l'intérêt c'est de réfléchir à toutes les pratiques managériales de l'entreprise que l'on peut envisager différemment. Je pense qu'il faut en effet impliquer le personnel dans le changement de stratégie, puisque par définition c'est le personnel qui va devoir implémenter cette stratégie. Je crois que l'entreprise de demain, c'est un savant mélange des talents individuels de chacun des salariés, une sorte d'intelligence collective qui transforme le chef d'entreprise non plus en skipper, mais peut-être plus en routeur, celui qui est capable, en analysant les paramètres exogènes de l'entreprise, de définir finalement une direction à saisir. Mais c'est un travail qui est plus collaboratif qu'il ne l'a été par le passé. Bien sûr, les collaborateurs sont évidemment au centre de l'innovation, dès lors qu'on leur donne la possibilité d'exprimer deux choses. D'abord que leur inspiration personnelle, leur vision, leur style puissent s'exprimer, ça c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que leur identité, ce qu'ils sont réellement, ce qu'ils font le mieux, là où ils prennent le plus de plaisir, puisse aussi s'exprimer dans le cadre quand même convenu, en tout cas dans la communauté de l'entreprise. Les entreprises de création nous apprennent l'importance d'accepter l'échec. Et l'importance d'accepter l'échec, c'est pas simplement une idée en l'air, ça se traduit dans la façon dont fonctionnent les entreprises, la façon dont on suit les projets, la façon dont on suit les talents, et notamment le fait que
un échec ne doit pas conduire systématiquement à l'éviction de la personne qui était responsable du projet. Lorsqu'on fait ça, on tue toute capacité à prendre des risques par la suite. Prise de risque, audace, créativité, des ingrédients indispensables. Les entreprises de la région Bretagne, y compris celles du nautisme, doivent utiliser l'innovation comme véritable tremplin pour conquérir des marchés et se lancer de nouveaux challenges. Bon, pour moi c'est bon.